Connaissez-vous le concept du faux self et du vrai self ? Chaque jour, nous jonglons entre qui nous sommes vraiment et les masques que nous portons pour répondre aux attentes des autres. Mais à quel point ces masques façonnent-ils notre véritable identité ? Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast portant sur le thème du self et du faux self. Je suis Yasmine, avec moi aujourd'hui nous avons Raphaël, expert dans le domaine du self et du faux self. Il abordera la distinction faite entre ces deux concepts. Greg Andrea apportera son expertise en éclaircissant ces deux concepts dans le domaine des réseaux sociaux. Finalement, Gaëlle, chercheuse dans le domaine de l'estime de soi, poursuivra afin d'apporter davantage d'explications, mettant en lien les réseaux sociaux et ces deux concepts. Préparez-vous à une discussion captivante et révélatrice sur la complexité de l'identité humaine et les masques que nous portons dans notre vie quotidienne. Pour commencer, Raphaël, pourriez-vous différencier le self du faux self ? Nous allons explorer les concepts de vrai self et de faux self sous la perspective de Donald Winnicott, un fameux psychanalyste britannique du XXe siècle. Le vrai self, selon lui, désigne théoriquement ce que nous sommes réellement. Il les dénomine comme nos réactions authentiques ou des gestes et des idées spontanées. En d'autres termes, le vrai self est la partie qui nous est naturelle, non façonnée par les attentes ou les pressions externes. C'est une expression de notre identité la plus intime et la plus authentique. Le faux self, en revanche, a une nature défensive ou adaptative. Sa fonction principale est de dissimuler et de protéger le vrai self. Cette distinction apparaît très tôt dans le développement, lorsque l'enfant commence à interagir avec son environnement. Et comment l'environnement influence-t-il le développement du vrai soi et du faux soi chez l'enfant ? Son environnement correspond alors aux soins qu'il reçoit de ses parents. Winnicott, qui écrit dans les années 70, focalise de manière patriarcale la responsabilité parentale. La mère doit être suffisamment bonne en répondant totalement aux besoins du nouveau-né en réduisant progressivement une adaptation. L'enfant pourra alors accepter petit à petit la réalité et ses frustrations tout en développant son vrai self. Dans le cas où la mère ne répond pas aux besoins de l'enfant, il peut développer un faux self pour se conformer à ses attentes extérieures. Comment les interactions sociales et les pressions externes peuvent-elles influencer la construction d'un faux self ou d'un vrai self exclusivement dans l'enfance ? Alors, ce n'est pas exclusivement dans l'enfance, selon Sherazade. Certes, Winnicott place la focale dans l'enfance pour expliquer le développement du faux self, mais pour Sherazade, il peut aussi se produire ce développement du faux self auprès des personnes âgées. Pour revenir à Winnicott, il propose 5 degrés d'organisation du faux self selon un niveau décroissant de santé psychologique et d'authenticité. La 5e catégorie, qui est la meilleure, concerne un faux self servant à organiser les interactions sociales, faire preuve de politesse, de réserve. La 4e catégorie consiste en un self reposant sur des identifications, ce sur quoi on est reconnu socialement, qui peut être spontané de base. Dans la 3e, le faux self sert de test pour voir si l'environnement permet au vrai self de s'exprimer. La 2e catégorie désigne un faux self qui protège un vrai self ne s'exprimant pas, car l'environnement est hostile, le but étant de préserver l'individu. Le degré le plus extrême du faux self est celui où on occulte entièrement le vrai self. La personnalité peut être alors perçue comme étant vide ou inauthentique. Maintenant que nous avons une idée plus claire de ces deux concepts, je me tourne vers Greg. Greg, comment pouvons-nous appliquer ces concepts de vrai self et de faux self dans un contexte des réseaux sociaux ? Alors bonjour. La nature paradoxale des réseaux sociaux réside dans leur évolution par rapport à leur objectif initial. Conçus pour rassembler les gens et faciliter le partage de leur vie quotidienne, peu importe la distance physique, ils étaient destinés à favoriser les liens humains. Cependant, l'évolution de ces plateformes a entraîné un changement significatif par rapport à cette version initiale. Ces plateformes se sont transformées en espaces médiatiques narcissiques et centrés sur soi, où les individus exposent leurs derniers achats et leurs vacances extravagantes. Nous vivons maintenant dans l'ère des influenceurs, où la renommée et le statut social sont associés à la visibilité en ligne. En conséquence, beaucoup se sentent obligés de fabriquer des personnages centrés sur la richesse et la consommation pour maintenir leur présence en ligne. C'est une observation fascinante. Greg, à quel point ces identités virtuelles façonnent-elles notre véritable identité ? Avec ces identités virtuelles consommant une partie importante de nos vies, la frontière entre la réalité et la fabrication devient de plus en plus floue. Alors que la société s'effonce plus profondément dans ce royaume numérique, nous devons nous demander si l'humanité perd son sens de direction et d'authenticité. De plus,
Comment pouvons-nous protéger notre vrai self de l'attrait de cette identité fausse, mais facilement accessible? Ces questions nécessitent une introspection et des efforts concentrés pour préserver l'essence de notre humanité au milieu de l'assaut numérique. Et comment peut-on percevoir le développement rapide et évolutif des réseaux sociaux ? Le développement rapide des médias sociaux peut être vu sous deux angles. D'une part, il répond à notre besoin inné de connexion et d'appartenance. Dans une époque où les gens sont physiquement proches mais émotionnellement éloignés, les médias sociaux comblent ces lacunes. D'autre part, leur influence peut être comparée à un virus qui interfère avec les tendances naturelles de la connexion humaine, déformant les perceptions de la réalité et contribuant au sentiment d'isolement et de déconnexion. Est-il possible que notre interaction constante avec les réseaux sociaux ait fondamentalement modifié notre compréhension du vrai self, plutôt que de créer un faux self distinct? Adoptons-nous simplement ces personnages numériques comme nos identités authentiques? Alors c'est une question très complexe. Nos expériences et interactions avec l'environnement numérique façonnent effectivement qui nous sommes, brouillant les frontières entre le virtuel et la réalité. L'influence omniprésente des médias sociaux a transformé divers aspects de nos vies, affectant nos capacités d'attention, nos réceptions de dopamine et notre santé mentale. Nos personas en ligne pourraient être vus comme des expressions authentiques de nos identités en évolution, plutôt que des simples façades. Et comment cette influence des réseaux sociaux a-t-elle pu impacter notre propre identité? Les réseaux sociaux ont imprégné de divers aspects de notre vie, poussant à une transformation profonde de nos identités. En naviguant dans ce paysage numérique, il est impératif de reconnaître l'interaction complexe entre nos identités numériques et notre sens de soi. En cultivant la conscience de soi et la pleine conscience dans nos interactions numériques, nous pouvons naviguer dans ce paysage en évolution avec authenticité et équilibre. Merci Greg, ces perspectives sont essentielles pour comprendre comment les réseaux sociaux influencent notre identité. Gaëlle, comment pourriez-vous expliquer l'impact de l'estime de soi dans cette quête d'identité ? Comme en a parlé mon collègue, nous savons donc que les réseaux sociaux vont influencer l'identité personnelle et son exposition. Cependant, il a été démontré à plusieurs reprises que les personnes qui ont une faible estime de soi ont souvent un usage addictif d'Internet. Ces personnes préfèrent généralement les interactions en ligne que les échanges face à face. L'explication derrière ce phénomène réside dans le fait que les personnes qui ont une faible estime de soi cherchent à revaloriser auprès des autres, en passant notamment par les réseaux sociaux. Pour aller plus loin, les chercheuses Oriane Simeone et Géraldine Dora ont mené une étude en s'intéressant à l'usage des réseaux sociaux et l'estime de soi sociale. Par définition, l'estime de soi sociale, c'est une association entre le sentiment de compétence sociale et le sentiment d'être aimé par les autres. Leur étude se base sur différents questionnaires auto-reportés qui ont pour but d'explorer l'usage problématique des réseaux sociaux, l'exposition de soi, la personnalité et aussi l'estime de soi sociale. Les résultats de cette étude qui ont été menés sur 355 participants âgés de 18 à 30 ans ont permis de montrer qu'une faible estime de soi sociale est liée à un usage problématique des réseaux sociaux. Ce lien pourrait être expliqué par le biais de la comparaison sociale. La comparaison sociale, c'est un phénomène depuis très longtemps étudié qui a deux fonctions principales. Une fonction informationnelle, où on utilise la comparaison pour avoir des informations sur le soi, sur autrui et sur le monde, et une fonction de valorisation de l'estime de soi, donc en se comparant avec des personnes généralement inférieures à nous, on défend notre estime de soi. C'est un biais qui est très fréquent, inconscient et qui nous impacte notre estime de soi en bien et en mal. Pour revenir à l'étude, les personnes utilisant les réseaux sociaux se mettent en valeur et avoir un sentiment de popularité. Malheureusement, ces derniers sont souvent enclins à se comparer aux autres utilisateurs, souvent perçus comme plus valorisés qu'eux-mêmes. Ce phénomène est donc intensifié sur les réseaux sociaux et contribue à accroître la vulnérabilité des jeunes et à impacter leur estime de soi sociale. Merci pour votre intervention. Pour conclure, Raphaël a exploré les concepts de vrai soi et de faux soi, à travers la perspective de Winnicott. Selon lui, le vrai soi représente l'authenticité de l'individu, non influencé par les attentes externes, tandis que le faux soi agit de manière défensive pour protéger le vrai soi. L'environnement parental, en particulier la mère, joue un rôle crucial dans le développement de ces deux aspects du soi. Winnicott souligne l'importance de l'enfance dans la formulation du faux soi, mais d'autres auteurs comme Charazak notent que ce processus peut également affecter les personnes âgées. Winnicott propose 5 degrés d'organisation du faux soi, allant d'une adaptation sociale à une dissimulation complète du vrai self.
Ensuite, Greg a mis en lumière ces deux concepts au travers des réseaux sociaux. Initialement, ils ont été conçus pour connecter les individus entre eux, mais ont évolué vers des plateformes centrées sur l'individu et le narcissisme. L'avènement des influenceurs a amplifié cette tendance, brouillant la frontière entre la réalité et la fabrication. Cette transformation soulève des questions sur la perte d'authenticité et la protection de notre vraie identité dans le monde numérique. Finalement, Gaël nous décrit l'étude de Simone et Dorad, soulignant l'usage excessif des réseaux sociaux comme étant lié à une faible estime de soi. La comparaison sociale sur ces plateformes accroît la vulnérabilité des jeunes et affecte négativement leur estime de soi sociale. Pour finir, le monde des réseaux sociaux peut être un lieu où les identités se perdent dans la quête de la popularité et de la reconnaissance. Il est donc crucial de se rappeler que notre authenticité est notre plus grande force. Naviguer dans le paysage numérique avec conscience et équilibre est essentiel pour préserver notre véritable identité et notre bien-être émotionnel. Je vous encourage donc à réfléchir à votre propre utilisation des réseaux sociaux et à son impact sur votre bien-être. Prenez le temps de vous déconnecter, de vous reconnecter avec vous-même et avec ceux qui vous entourent dans le monde réel. Partagez vos réflexions sur ce sujet avec vos proches et continuez à explorer comment vous pouvez maintenir votre authenticité dans un monde numérique en évolution. N'oubliez pas de partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier et je tiens à exprimer ma gratitude à tous nos auditeurs pour leur écoute attentive et leur engagement envers ce sujet important, ainsi qu'un grand merci spécial à nos invités et contributeurs qui ont enrichi cette discussion avec leurs idées et leurs expertises. Prenez soin de vous et restez authentiques.